bravo David. Bah, figurez-vous que je pensais avoir des amis dans cette équipe. Figurez-vous que j'espérais pouvoir compter sur leur discrétion. C'est raté. C'est absolument raté. Donc vous n'avez pas voulu partager, et bien maintenant... C'est vrai que vous n'avez eu des sacs postaux que ceux qui contenaient des enveloppes. Et évidemment, le reste était pour Alex. Non, c'est une affaire qui est très mal engagée. J'ai commandé un café, mais j'ai demandé à Alexandre de vous apporter des oranges. Et puis du cognac, puisqu'il paraît qu'il en boit dans les trains du cognac. Oui, absolument. Merci Jean-Louis Ardon. Vous vous rendez compte avec quelle équipe vous êtes, vous un honnête homme qui aime... C'est là qu'on voit que ça change rapidement. Eh oui, il suffit peu de choses, une occasion qui se présente et voilà. Évidemment qu'on est mal conseillé quand Alex est là, vous savez, il a un air comme ça un peu, il a beaucoup voyagé, il sait s'y prendre, comment organiser les voitures, comment répartir le butin. C'est là où j'ai le plus de mal. C'est ça, il y a un gros problème quand même. Hein, on était un peu nombreux sur ce coup-là. Oui. On sera sans doute moins la semaine prochaine. On pourra peut-être financer le spectacle de Rui Rice. Oui. En tout cas, il va pouvoir, il nous l'a demandé, je crois qu'on doit accepter, de financer son prochain CD, c'est ça? En tout cas. Absolument. On est très c'est heureux. toujours une opération très coûteuse. Justement, on parlera de votre spectacle tout à l'heure. Quant à David, ben voilà, il va pouvoir reprendre les Monts Bleus, c'était ça votre rêve? Au hasard. Bien sûr. Gilles Landini et Christine, alors là, probablement qu'ils vont être chers. Oui, j'ai un peu peur qu'ils soient chers. Parce qu'ils ont du talent, malheureusement. Voilà. On salue Jen Yardon qui est avec nous. Merci de continuer à partager ces moments. Et puis Serge qui est là. On le retrouve. Voilà Serge qui va finir la semaine avec son père. Très content de vous avoir sur ce plateau. On nous rappelle la passion de Serge, comme pour son père, comme pour son grand-père, cette passion formidable de l'aviation. Ça va mieux. Notre invité, il faut quand même qu'on vous dise tout. Notre invité nous inquiète énormément parce qu'on l'a invité à Zigzag Café, mais là, je vous jure qu'il est à la tisane. C'est une tisane solide. C'est une tisane pour vous remettre de cette grippe que vous... Alexandre, excusez-moi, mais il y a juste un plan qui coupait sur le barman qui, évidemment, discute avec les clientes du café. Restez concentré, Alexandre, s'il vous plaît. Voilà, une semaine qu'on va conclure comme, avec beaucoup d'éléments culturels, des envies à vous transmettre, de voyager en Intercity par exemple. Je vais tous les horaires, il n'y a aucun problème. Je vous propose le jeu. Parce que maintenant que nous sommes riches, nous avons des lingots d'or à vous proposer pour partir en voyage, non pas en Intercity, mais peut-être bien plus loin. Nous avions, je vous rappelle, Serge, qui l'avait emporté, non pas votre fils Jean, un autre Serge, qui l'avait emporté et que nous avions appelé hier et que je rappelle aujourd'hui, parce qu'une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux. Alors, première sonnerie que j'entends sur le plateau. Serge Ramel ? Oui, bonjour Serge, Zigzag Café au téléphone. C'est la bande à rap, la Rap Connection. Ah, voilà, ouais. Est-ce que je ne vous présente pas Alex Descotes, que vous avez déjà rencontré hier? Mais oui, j'ai déjà vu. Oui, je vous vois d'où vous êtes. Vous êtes mis sur votre 31, merci, c'est gentil. Vous n'êtes pas mal non plus, Alex. C'est la première fois que vous mettez cette veste, elle vous va très très bien. Oui, d'habitude, je mets plutôt la vôtre, mais ça commence à tirer. Oui, Serge, vous le savez, vous avez dès hier, ou très exactement dès lundi, gagné un long week-end pour vous tout seul à Châteaudet, mais vous pourriez y partir à deux, vous pourriez même y partir pour une semaine entière, à condition de répondre à quelques questions. Je signale que vous aviez répondu sur le 156, 57, 58 à une réponse subsidiaire concernant Châteaudet. En septembre prochain, quelle sera la manifestation très importante? Montgolfière, chien de traîneau, skateboard, luge d'été, mountain bike, pardon? Ce sera la Coupe du Monde de mountain bike. Bon, donc apparemment vous connaissez le sujet. Donc pour J'ai vu le tour doctoral d'Alex. Non, il fait le spécialiste. Pour un week-end à deux. Ne vous laissez pas impressionner, Serge. Pour un week-end à deux à propos de Châteaudet, dans quelle vallée se trouve Châteaudet? Est-ce que c'est la vallée de l'Étiva, le Pays d'en haut ou le Val du Château? Ça doit être le Pays d'en haut. Bien. Bravo, Serge. Vous partez à deux. Vous partez à deux. J'espère que c'était bien votre souhait. Et pour partir un peu plus longtemps. Non, parce que partir avec Alex Descotes, c'était pas drôle. Et pour partir un peu. Pardon? J'ai le droit de choisir, ou bien? Vous pouvez choisir à la fois l'accompagnant ou l'accompagnante et la saison. Ah bon. Et alors, une question concernant l'émission, en l'occurrence l'émission d'hier, à propos de Jacques Brel, son avion aux Marquises, l'avion qui a retrouvé sa place au centre du petit village d'Atuana, est-ce qu'il s'agissait d'un Beechcraft, d'un Piper ou d'un Pilatus Porter? Oh là là. Ça doit être la première. Beechcraft? Ouais. Eh bien, vous partez une semaine à deux, bravo! Bravo. Très très bien, Serge.
Et l'on voit justement des images de Châteaudet. Oui, alors ça, c'est pas le Beechcraft, mais c'est quand même une façon assez étonnante de s'envoyer en l'air. Comment on appelle les habitants de Châteaudet, Alex? Oh là là, vous êtes encore là, Serge? Oui. Aidez-nous, comment appelle-t-on les habitants de Châteaudet? Je ne sais pas. Là, je Les peux pas châtelains? Non. Non. Eh bien écoutez, on n'a pas l'air malin. C'est fini de poser des questions qui sont pas assez dures. Donc pour le reste, vous avez vu, vous savez d'ailleurs déjà où vous partez. Bonnes vacances. vous peux passer un petit coucou. Ah oui, il va passer un petit coucou, oui, on vous Alors, écoute. je saluerai mes parents, Sissou, Taz, Jean-Louis, Nicolas, Petit Fruit, puis mon chef et mon collègue. Bah vous en avez des amis, Serge. Oh, c'est pas une famille, c'est une tribu. Salut. Alors, salut particulier à Petit Fruit. Ouais, Ça salut fait partie Petit du Fruit. message. Vous voyez, c'était... Bon, Je très me bien. demande si c'est pas si c'est pas un message codé pour le prochain Justement, train. justement. Effectivement. Au revoir Serge, bon week-end. Hein. Merci, pareillement. Merci de votre appel. Et nous rejouerons lundi avec une nouvelle image, la dernière de la saison, voire de pour toujours. Donc jouez avec nous dès lundi, 12h40. Alors, on a dit tout au cours de cette semaine que Jean Liardon et Jane Liardon, vous aimiez aller au spectacle, vous aimiez, lorsque vous étiez de retour, ou même lorsque vous étiez à une escale quelque part dans le monde, vous étiez très passionné par ce qui pouvait être proposé, soit dans un théâtre, soit dans un musical, c'est vrai? Absolument, oui. Je crois que ça, il faut vraiment profiter. Quand on voyage, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à voir. Et le spectacle est toujours une bonne occasion d'aller un petit peu se plonger dans la culture de l'endroit où on est. Et il n'y a pas seulement le spectacle, il y a aussi la nourriture, il y a tout. En fait, moi, j'essaye toujours, quand je voyage, de prendre un peu la couleur de l'endroit où je suis. Et plus ou moins de succès. Alors, comme il est là, qu'il ne voyage pas, il va se rendre au théâtre de Beaulieu, où il pourra suivre un spectacle qui s'intitule Alice et le pays des merveilles. Oui, Raïs, racontez-nous qui organise ce spectacle, au profit de qui, et qu'est-ce que vous allez nous proposer, vous qui êtes le compositeur de la musique. Alors, c'est la paternelle qui l'organise. Dites ce qu'est la paternelle. Pour La ceux qui paternelle, ignorent. c'est une assurance pour enfants, particulièrement les orphelins de guerre. Ça existe depuis 102 ans. Et depuis 102 ans, ils font un spectacle pour leurs sociétaires, les enfants des sociétaires. C'est une assurance un peu particulière parce qu'elle n'a pas vraiment but bénéficiaire et tous les revenus sont redistribués. Donc, ceux qui payent des cotisations, qui sont vraiment minimales, en cas de nécessité, leurs enfants recevront une D'accord. rente. Alors, vous proposez Alice et le pays des merveilles. Alors, c'est pas vraiment moi qui le propose. Non. Il y a donc toute une équipe de professionnels qui travaillent alors avec les enfants qui sont les sociétaires de cette assurance. Et donc le metteur en scène, le décorateur, costumière, les chorégraphes. Et cette année, ils m'ont demandé de composer la musique car ils avaient la possibilité d'avoir la prestation de l'orchestre de Ribaud-Pierre. D'accord, on va voir quelques images, je crois, où l'on va vous retrouver d'ailleurs en train de travailler. C'est un spectacle qui est difficile à monter, qui est difficile à... Oui, oui. Voilà, on vous entend là. Ce sont des répétitions. Enfin, on vous voit entendre plutôt en l'occurrence. Merci. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés pour un compositeur Les difficultés, c'est, je dirais, les concessions qu'il faut faire. Parce que l'orchestre a telle composition, manque tel ou tel instrument. Et puis, il faut compter un petit peu, comme ce n'est pas un orchestre professionnel, qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Voilà, et vous devez, dans le spectacle, il y a des enfants, il y a... Dans le spectacle, il y a des enfants, quelques adolescents, c'est-à-dire, au fait, pratiquement tous ces enfants, ils font les spectacles toutes les années. Quand ils n'ont plus l'âge de faire jouer au petit éléphant ou aux champignons, eh bien, ils joueront un des rôles tels que Alice ou la Reine de Pique. Mais Alice, ça doit aussi inspirer un compositeur, non? C'est un Absolument. monde... Ça m'a replongé dans mon enfance, dans ce pays merveilleux que nous avons tous, que nous cherchons tous, Et bien sûr. et qu'on perd un peu en cours de route. Et Ruiz Raïs, quand il a terminé ce spectacle, qu'est-ce qu'il se propose de faire? Vous avez des projets? Oui, il y a quelques projets. Bon, déjà la semaine prochaine, je pars en tournée en Allemagne avec une chanteuse japonaise que j'accompagne depuis quelques années. On fait maintenant régulièrement des tournées de concerts de Noël. On vient de sortir un disque, encore un. Celui-là n'est pas distribué en Suisse pour le moment. Et l'année prochaine, j'ai déjà une ou deux demandes pour des compositions. D'accord. On rappelle où a lieu le spectacle, c'est au Théâtre de Beaulieu. C'est au Théâtre de Beaulieu. Il y a encore une supplémentaire, dimanche. Le premier spectacle, c'est ce soir. C'est la première. Un peu le track.
Un petit peu quand même, parce que je ne suis pas aux commandes. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a le moment où vous dites, mais finalement, est-ce qu'ils vont respecter ma partition? Est-ce qu'ils vont être dans le bon rythme? Est-ce qu'ils vont... C'est ça les préoccupations d'un compositeur quand il est dans la salle? Oui, c'est de retrouver l'idée qu'on a dans la tête au moment où on écrit, parce que les notes, ce n'est qu'un code, et de là jusqu'à l'émission, le résultat final, il y a un grand chemin à faire. Et la musique vous apparaît différente lorsqu'elle est dans le spectacle que dans la répétition? Est-ce que vous avez le sentiment que tout d'un coup tout le monde est plus concentré que... Ah oui, sans doute. D'ailleurs, j'ai pu le constater dans la dernière répétition, qui était donc une générale, il y avait vraiment une concentration nettement supérieure aux répétitions partielles qu'on fait depuis quelques mois. Est-ce que Jean Liardon écoute de la musique Oui. Au fait, j'ai beaucoup l'occasion, je peux vraiment écouter la musique. Dans votre avion, comme ça, de temps en non, temps? Alors dans l'avion, non. C'est pas autorisé, ça? C'est pas tellement l'endroit pour écouter la Non, musique. peut-être pas. Hein. Parce que non, en dehors de ça, c'est comme ça pour observer. Non, au fait, c'est dans les escales, là on a le temps. Et moi j'ai un petit CD, j'écoute la musique. Alors c'est vraiment universel ce que j'écoute, ça peut être du classique, ça peut être de la chanson. C'est selon le moment. Actuellement, je suis dans une phase un petit peu irlandaise. Ah Oui. bon? Oui, je sais pas pourquoi, mais... Sans whisky. Qu'est-ce qu'il vous J'ai vu qu'il a hésité à répondre. Il a hésité à répondre. À mon avis. Gênez-vous que vous avez parlé de Rui Rice, vous le connaissiez, vous avez envie de le rencontrer? C'est surtout Jane qui m'a parlé de lui, mais tiens, c'est l'occasion de nous le présenter. Comme ça, vous faites la présentation, c'est fait aussi pour moi aujourd'hui, mais c'est Jane qui avait la connaissance de Louis Rice. Ben, en tout cas, on était très heureux de l'accueillir. On lui souhaite un très bon succès ce soir. Et c'est vrai que... Bon, bah, c'est l'occasion. La mise en scène avec des enfants, ça doit être un moment extraordinaire, non, Alex? Oui, dans la vie aussi d'ailleurs. Oui, mais c'est parfois un peu plus compliqué. Il faut bien reconnaître que... Non, bon. Je pense que cet après-midi, vous allez nous proposer, Alex, dites-nous quelques éléments très sympathiques Je autour vous ai de envie Jean que je vous Liardon. fasse saliver. Non, on va Oui, retrouver allez-y, Brel, allez-y. bien sûr. On va retrouver le meilleur de ses amis, je crois, l'un de ses meilleurs amis aux Marquises, c'est-à-dire Marc Bastard, qui est un peu agent secret, enfin toutes sortes de choses. Et qui a On n'en sort pas, quoi. Non. Et on n'en sort pas, c'est vrai. Et après ça, on va parler de nourriture, parce que Brel adorait faire à manger à ses amis, de la très bonne cuisine. Il faisait parfois 1000 km en avion pour aller chercher les produits qu'il lui fallait. Et on va aussi parler de nourriture, puisque je vais vous emmener, et ce ne sera plus Brel mais Brassens, au marché de Brive-la-Gaillarde. Voilà, aucune raison de nous quitter. Dans un instant, c'est le journal qui vous sera présenté par Isabelle Gonnet. Relief et en fin de journée, on pourrait déjà voir le ciel se déchirer par endroits. Et alors là, dimanche, tout ira bien en montagne, on retrouvera le soleil, alors qu'en plaine, nous serons encore et toujours dans la grisaille, mais cette fois due au stratus. Alors j'espère que vous avez compris le message, Isabelle. Dimanche, eh bien c'est très simple, si vous en avez l'occasion, il faudra monter. Alors voilà, on le dit aux autres, parce que nous, on reste en bas. Parce qu'on travaille. Merci Dominique. Jean-Philippe, vous partez sûrement ce week-end, mais là, l'émission n'est pas finie. Alors, l'émission n'est pas finie, et puis on avait un petit message personnel à faire passer, donc on va le faire passer, on va profiter de l'antenne, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. C'est la dernière émission d'Isabelle Gonnet avec nous. Et puis, vous savez, à la télévision, les choses changent, s'arrangent, se défont. Restent les amitiés, restent les moments qu'on a aimé faire ensemble. Et Isabelle, et Anne Bruchfeller aussi, qu'on fêtera un peu plus tard, se sont engagés à nos côtés, ont tenté de faire une tranche de 12-30, 13-30. On y reviendra, c'est sûr, on trouvera d'autres formules encore. Mais nous, on avait envie, toute l'équipe de Zigzag Café, de laisser un tout petit signe à Isabelle. Alors, je suis chargé d'une mission. Voilà. Et j'ai de la chance parce qu'en plus, je peux l'embrasser. Voilà. Magnifique fleur. Merci Jean-Philippe, ça me touche beaucoup. Et puis merci à toute l'équipe, bien sûr. Merci infiniment. Je vous remercie aussi à vous de nous avoir suivis. Effectivement, eh bien, en janvier, on se retrouvera au Studio 5. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Bruchweiler. À très bientôt donc. Et puis, eh bien, nous regrettons effectivement déjà ces moments passés ensemble. Mais on viendra boire le café après le journal, je vous le promets. Vous êtes absolument invité. Merci. Merci. Bon après-midi, bon week-end. À très bientôt. Avec les fleurs.
Alors, comment on a disposé Jean? Voilà. C'est bien. Si. Bien sûr. Alors, je vous rappelle que à un petit moment, on parlera de Maud. Oui, Et peut-être que Serge peut dire un mot sur Jacques Brel, hein, je pense. Il l'a bien connu. Ils étaient petits à l'époque. Oui, il a quelques souvenirs. Surtout où il y a Brel Mandi et les Oui, deux, hein. ils sont les deux dessus. Voilà, on prend le café du vendredi, c'est pendant que enfin, tout le monde s'enrhume sur ce plateau, on a oublié de fermer les fenêtres. Jean Liardon est toujours avec nous, on va saliver un peu parce qu'on va parler gastronomie tout à l'heure, nourriture avec Alex, on va parler voyage aussi. Rui Rice est resté avec nous, il nous a présenté tout à l'heure son spectacle à Lausanne. Vous nous rappelez peut-être, parce que les téléspectateurs nous l'ont demandé, quelles sont les dates exactes et les heures exactes? Alors le 13, c'est-à-dire ce soir à 20h, le 14 et le 15 à 14h et à 17h. Merci, vous rappelez le titre du spectacle? Alice et le pays des merveilles. Voilà. Et puis alors, on a reçu beaucoup de téléphones quand même, parce qu'on a tous le bonnet d'âne ce matin. Je tiens à vous le dire, tous le bonnet d'âne. Vous avez surtout les oreilles, vous. Mais... Moi, j'ai peut-être les oreilles aussi, mais tous le bonnet d'âne, parce qu'on n'a pas su comment s'appelaient les habitants de Châteaudet. Alors, quand même, dans l'équipe, il y a de plus instruits que nous. Et je peux vous dire qu'on les appelle soit les Modés, on les appelle soit les Damounais, et on les appelle soit les Damouniens. Si je me trompe encore, n'hésitez pas à téléphoner et à bloquer le standard. Voilà. Jean, la chance d'être instructeur pilote fait que de temps en temps, dans le parcours professionnel, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer et avec lesquels on n'aurait pas l'occasion de vraiment dialoguer. Brel sera omniprésent dans cette émission, comme tout au cours de la semaine, mais il y en a d'autres. L'un de vos élèves c'était un certain Von Karajan. Von Karajan. Oui. Alors, est-ce que Von Karajan et Jacques Brel, c'était le même caractère, la même préparation? C'était pas du tout le même style. Non. Racontez-nous. Le vol avec Von Karajan était un vol très, il faut dire, orchestré. Sans blague. Oui, Écoutez, je vous propose, alors justement, regardons Von Karajan quelques instants, comme ça va nous plonger dans l'ambiance. Vous pourrez commenter à la fois le caractère et les gestes après. Musique.
Alors écoutez, sur ce plateau, il y a des commentaires. Il y a Gilles et il y a Christine qui sont en train de dire quand même, il se débrouille quand même pas mal à l'âge qu'il a. Dites ouvertement ce que vous étiez en train de... Quels étaient les commentaires que vous apportiez à cette séquence? On était béats d'admiration. Ben alors, Voilà. prenez le micro. Bon, Oui, Si, on était béats. On admirait le ralenti, on Et admirait à le quel point geste. il fait plus rien et ça marche. À quel point. Mais il ouvre un œil. Ce qui est rare. Alex Il a Descotes, passé c'est la sa même vie à chose. pas regarder l'orchestre. L'orchestre Verdun était très triste parce qu'il ne les regardait jamais. Puis là, on va même ouvrir un œil comme quoi. C'est un moment d'archive à garder précieusement. C'est très fort. l'ironie me paraît au rendez-vous. Je sais pas. Non. On va aller voir à l'œuvre. Eh bien, on va aller voir tout tout à à l'heure. l'heure. On se réserve la petite séquence musicale pour faire nos propres commentaires dans un instant. Merci à tous les deux. Alors voilà, on a vu le maître à l'œuvre. On vient d'avoir un premier petit commentaire de nos musicologues. Et vous, racontez-nous quel était son caractère et sa façon d'être. Alors, tout d'abord, c'était un gentleman. C'était quelqu'un d'extrêmement agréable d'avoir à bord. Mais je crois que ça, c'est pour tout le monde qui a la passion du vol. Quelque part, une fois qu'on est dans le cockpit, il y a un équipage et les relations se mettent assez bien en place. Par contre, Karajan, c'est comme vous le voyez diriger. Quand on décollait, il disait gear up, flaps up, check speed, adjust power, check. Et tout le vol était comme ça. Tout l'orchestre Et vous, que vous étiez sur l'instructeur à droite, je patinais derrière, je courais comme je pouvais, je faisais toutes les manipulations de le suivre. Mais c'était quand même quelqu'un qui avait une vue d'ensemble du vol extraordinaire, parce qu'il voyait exactement les phases de vol correctement, donc sa vue d'ensemble était très bonne, mais il n'avait aucune action. Donc il commandait effectivement. Et c'est très curieux, ça ressemble vraiment à la manière où il dirige. Tandis que Brel, si vous prenez Brel, lui, il se lançait dans la mêlée, il était actif, il se trompait, il s'énervait. J'ai entendu Brel s'engueuler avec les contrôleurs parce que les contrôleurs ne le comprenaient pas. Puis il leur disait quand même, vous devriez me comprendre. Quoi. Il y avait des échanges. Ils se sont rencontrés, Alors, Karajan et Brel. Écoutez, c'est incroyable parce qu'ils voyaient le même avion. Ils faisaient tous de la voile. Ils avaient vraiment les mêmes hobbies. J'ai parlé à Karajan de Brel dans plusieurs vols. À Brel, j'ai parlé de Karajan de plusieurs vols. J'ai dit, ah oui, on doit se voir. Et un jour, Brel me téléphone, écoute, je suis allé au concert de Karajan à Paris. Puis je dis, oh, chic, tu as pu le rencontrer. Il dit, écoute, non, après le concert, je n'ai pas eu le courage d'aller le déranger. Et ça, c'était nouveau Brel. Il a une telle retenue, il n'a pas eu le courage. Qu'est-ce que Karajan pouvait dire de Brel, vous vous souvenez? Il ne se connaissait pas. Non, mais comment il le percevait? Est-ce qu'il aimait ses chansons? Est-ce que ça lui paraissait totalement excentrique et un peu excité? La seule chose qu'il m'a dit, mais j'aime sa musique. Oui, je désirais le rencontrer, j'apprécie sa musique, j'aime sa musique. Mais il n'y a pas eu de grands commentaires là-dessus. Est-ce que Roy Rice, qui est avec nous, et on a rappelé tout à l'heure qu'il a un spectacle ce week-end, à partir de ce soir, est-ce que vous, la musique de Jacques Brel, cela vous dit quelque chose? Vous avez eu l'occasion? Oui, bien sûr. Et comment vous la qualifiez, cette musique? Est-ce qu'elle vous paraît... C'est toujours difficile de parler, je dirais, si j'ose dire, d'un collègue, Oui. sans paraître plus gonflé. Jacques Brel, c'est pour moi surtout un poète, avant tout. C'est la musique des mots. C'est la musique des mots. J'ai toujours apprécié surtout ce que Jean vient de dire, sa façon d'entrer en matière sur scène, toujours dépouillé. Il n'avait pas besoin de perruque, il n'avait pas besoin de se maquiller, il n'avait pas besoin de faire des sons en l'air, écraser sa guitare contre un amplificateur. Vous faites allusion à quelqu'un, là? Il n'y avait pas besoin de catogan, peut-être non plus derrière. Oh, alors vous Je voulais que je le ramène. Je vais punir prochaine semaine. Par contre, je voulais juste rajouter, parce que je trouve que quelque part, être sur une scène, c'est un peu comme piloter l'avion. Parce que vous êtes seul aux commandes, bon, ou avec un copilote, éventuellement même un équipage si vous avez un orchestre, mais il vous faut bien tenir le manche à balai pour faire monter la sauce, et puis attention à l'atterrissage, il faut le faire en douceur. Merci, c'est en tout cas, vous souhaite un bon vol pour ce soir. Bon, on va tout à l'heure dialoguer un tout petit peu avec votre fils Serge. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui manque dans cette émission, c'est votre il y a fille ma fille, Maude. oui, Parlez-nous de Maude. Alors Maude, c'est l'artiste de la famille. Ça fait maintenant depuis 5 ans qu'elle est danseuse professionnelle en France. Et depuis 3 ans, elle danse à l'Opéra de Lyon. Elle danse des choses extrêmement modernes. Vous aimez ça, vous allez la voir? Oui, non, moi je suis toujours émerveillé. Mais je suis toujours émerveillé de tous les acteurs. Vous savez, moi quand je vois un ballet avec la mémoire, tout ce qu'il faut mémoriser pour pouvoir danser un ballet, que ce soit ma fille ou que ce soit une autre danseuse ou un autre danseur, je suis toujours émerveillé par cela. Et puis alors, il faut préciser que Maude a eu pour parrain Jacques Brel. Absolument.
Et c'est dû justement à ce fameux vol qu'on a fait en Guadeloupe. En fait, tout le départ de l'affaire, c'est que sa maman en fait était enceinte pendant ce vol que vous avez vu, qui était assez chaotique, quoi. Et oui, on a fait avec quelques problèmes techniques assez sérieux. C'est chaotique à tout point de vue. Et de ce vol, comme on était beaucoup ensemble, on a vraiment vécu ensemble. En fait, notre amitié a commencé par ce vol. En fait, c'est là le début de notre amitié. La phase instruction, c'était l'instruction. Après, l'amitié est venue, et c'est là que Jacques a fait accepter d'être le parrain de Maud. Est-ce que Serge, vous étiez très jeune, hein, vous, bien sûr. Est-ce que vous avez quelques souvenirs de Jacques Brel tout de même? Alors effectivement, mes souvenirs sont plus ou moins vagues, mais je m'en souviens très bien une fois où Jacques est venu à la maison manger, et il est arrivé, bonjour, comment ça va? Et on a fait un petit tour dans la maison, et je ne savais pas du tout qui était Brel, puisque pour moi c'était une excitation, quelqu'un de connu qui vient à la maison. On a fait un petit tour dans l'appartement, il est tombé sur le piano, il s'est assis au piano, il a commencé à jouer. Et j'ai été tellement saisi par ce que j'ai entendu, j'en suis resté vraiment bouche bée, et à partir de ce moment-là, je sais qui est Brel. Merci Serge, c'est un très bel hommage. Ça n'est plus bel hommage de la semaine. Alex, regardez Alex, est tout ému lui. Oui, mais je suis une midinette à cet égard. Vous avez tout à fait raison. Vous nous emmenez aux Marquises, hein, vous avez promis de nous emmener aux Marquises. Je ne vais pas vous emmener aux Marquises, je vais vous emmener à Tahiti, à Papeete. Mais pour retrouver quelqu'un qui était l'ami de Brel aux Marquises, je dirais le principal ami de Brel aux Marquises, l'un des seuls popas, l'un des seuls blancs des Marquises lorsque Brel y est arrivé avec Madly. Il s'appelle Marc Bastard. À l'époque, il était prof de maths dans l'unique école d'Atuona. Il avait été marin, il était un petit peu agent secret aussi, et je le soupçonne de l'être resté. Il a aujourd'hui 77 ans. Il dit lui-même que s'il est resté 10 ans au Marquis, c'est parce qu'il y avait Brel, parce que sinon il se serait beaucoup ennuyé. Et alors surtout, il était de toutes les fêtes avec Brel, car Brel avait le sens de l'amitié et le sens de la fête. Alors, Marc Bastard, je vous l'ai dit, a aujourd'hui 77 ans. Il a quitté les Marquises pour Papeete, à Tahiti, et je l'ai rencontré l'autre jour pour cette émission. Il se souvient bien de son ami Jacques, bien sûr, et en particulier du plaisir qu'avait Jacques à préparer pour ses amis de la cuisine, c'est-à-dire à être d'une certaine manière l'organisateur de la fête. Alors chez lui, j'étais invité constamment chez lui parce que Brel c'était un cuisinier mais presque professionnel. C'était pas la cuisine de grand-mère, c'était la grande cuisine. Alors un jour, il m'invite à déjeuner, c'était toujours somptueux. Je lui dis, oui, il adore ça. Et alors il m'a dit, dans ta vie, quel est le plat que tu as le plus aimé au monde? Je réfléchis, je me souvenais, c'était avant la guerre, chez les amis de mes parents, un réveillon. Il y avait ce qu'on appelle le poulet à la Neva. Alors le poulet à la Neva, c'est quelque chose qu'on trouve que chez les traiteurs, hein, on ne fait pas ça dans les familles. C'est un poulet complètement désossé, reconstitué avec du foie gras et de la crème fraîche, le tout enrobé de gelée, avec des truffes apparentées, et on découpe ça en tranches. Poulet, je dis, c'est le poulet à la Neva. Il dit rien, il va à Tahiti, parce qu'il avait acheté un avion entre-temps, il me fait un poulet à la Neva. Extraordinaire, je me suis dit, c'est pas vrai, tu l'as acheté. Il l'a fait, lui. C'était son hobby, hein, la cuisine. Alors, quand on arrivait chez lui, il disait, le champagne s'impatiente. C'était sa formule, il sortait une bouteille de champagne. La fête permanente. Voilà, donc c'était le Brel dont se souvient Marc Bastard à Papeete. Vous nous rappelez le menu, là, c'était extraordinaire. Il y avait donc un poulet, puis quoi encore? Ah bah écoutez, le champagne qui va avec, mais le poulet à la Neva, je vous en ferai. Ouais, alors ça nous fera un grand plaisir, voilà. Rendez-vous pris. Le champagne ira aussi. Hein. Oui, ce Brel de la gastronomie, ce Brel qui se mettait aux commandes, là aussi, aux commandes des fourneaux, vous l'avez connu aussi comme ça? Non, malheureusement pas, non. À l'époque où, vous savez, il était avec nous à Genève, il faisait la formation aéronautique, d'une part, il volait beaucoup, il volait énormément, mais c'était l'époque où il faisait tous ses films. Il ne faut pas oublier que Brel est venu nous voir après la scène, mais après il a quand même fait une dizaine de films, et c'était l'époque où on courait d'un endroit de tournage à un endroit de tournage, et on essayait de combler tout ça. Et je crois qu'il n'avait pas tellement le temps de s'occuper de gastronomie. Mais c'est le plaisir de la gastronomie, il l'a toujours eu, ça c'est sûr. Mais il est clair quand il a été malade, il a beaucoup changé son mode de vie. Et au fait, je pense que justement, il a beaucoup valorisé les choses en étant aux Marquises.
il a dû changer des choses, il a dû changer des valeurs. Et je crois que ce plaisir-là, il ne voulait pas y échapper. Il avait encore les moyens de faire ses coups, il avait encore les moyens de faire des éclats, il avait des moyens encore justement de secourir des gens, moyens d'envoyer de la poste, des moyens d'étonner les gens par des repas, de créer des projections de cinéma et tout ça. Donc il y avait toute cette volonté, en fait, qui était très débordante. Et il s'est vraiment dépensé à fond. Quel est l'homme que vous avez préféré? Celui qui a appris à piloter avec vous ou l'homme des Marquises? Alors l'homme des Marquises, je le voyais très peu, parce qu'il était aux Marquises justement, et il revenait qu'une fois par année. Est-ce que vous l'aviez trouvé changé quand même? Oui, oui, énormément. Et surtout, ce qui avait complètement changé, c'est notre relation. Dans les 6 ans où on volait, nous étions entre amis. C'est-à-dire, lui et moi, on volait, on sortait, on était ensemble. Il n'y avait jamais d'autres personnes qui s'interposaient avec nous. Dès qu'il était malade, il y a Madly qui a commencé à le materner, à le protéger, par amour. Ça, il n'y a aucun problème. Madly a énormément fait pour que Brel se sente bien dans ces 4 dernières années. Elle a vraiment fait beaucoup. Peut-être au début, pas tellement, mais là, dans ces 4 dernières années, elle a été formidable. Vraiment. Mais elle protégeait Jacques. Et en fait, si Jacques voulait faire trop, il voulait être trop exubérant, elle freinait. Et c'est un des problèmes qu'elle a eu au fait quand Jacques est disparu, c'est qu'elle s'est retrouvée seule. Et puis elle avait tellement aussi poussé que Jacques fasse le dernier disque. Elle avait vraiment voulu qu'il fasse ce dernier disque et elle avait tout fait pour que ces moments de fête puissent aussi déboucher sur ce disque qui s'est fait finalement. Et elle avait un peu l'impression d'un droit moral sur tout cela. Et quand Jacques est mort, ma fille, elle s'est retrouvée vraiment seule. Et un petit peu Jacques est parti dans une autre direction. Mais restait un disque extraordinaire. Alors pour moi, ça reste pour moi le plus beau disque que Brel ait fait. Peut-être pas dans l'ensemble, c'est le plus beau. Il y a des morceaux dans d'autres disques qui sont super. Mais pour moi, c'est celui le plus proche, c'est celui le plus direct. Oui, parmi les gens et là je vais vous emmener en voyage, et je vais essayer encore de vous faire un peu saliver, comme l'a fait tout à l'heure Marc Bastard, parmi les gens qui ont été encore en contact avec Brel au moment où dans les derniers mois il enregistrait le disque à Paris, il y avait Georges Brassens. Ils étaient devenus des amis, quand bien même ils étaient à distance, ils se voyaient rarement, mais ils s'estimaient mutuellement, ils s'étaient connus très tôt, dans les années 50-52, dans les cabarets de la Rive Gauche à Paris, et ils n'avaient jamais complètement perdu le fil. Alors, tout ça pour m'excuser d'être un peu infidèle maintenant à Brel et de me rapprocher un tout petit peu de Brassens, puisque nous allons partir dans le fief d'une des chansons de Brassens. Nous allons donc partir pour Brive-la-Gaillarde. Pourquoi pour Brive-la-Gaillarde? Parce qu'on est à la veille des fêtes, et puis que Brive-la-Gaillarde, c'est vraiment l'un des endroits du monde. Ça commence bien. Regardez, nous sommes samedi matin à Noyac, à 25 km au sud de Brive. Il est moins de 5 heures du matin, et déjà, Marcel Issartier, sa femme Mireille et leur fille Marie-Pierre s'affairent près de la ferme. Pas besoin d'une camionnette dans ce type de production, la petite Renault va amplement suffire, car l'élevage d'oie grasse n'est pas une industrie dans cette région, c'est plutôt un artisanat. Et même comme aujourd'hui, donc samedi dernier, le jour de la plus grande foire grasse de Brive-la-Gaillarde, et bien finalement, Marcel Issartier n'apporte guère qu'une dizaine d'oies grasses et une douzaine de foie gras à la foire de Brive. La foire de Brive du début décembre est une foire primée. Le but n'est donc pas seulement de vendre sa production, mais aussi de faire reconnaître et récompenser, si possible, son savoir-faire et les qualités de ses produits. Alors, à tout seigneur, tout honneur, la halle principale du marché de Brive-la-Gaillarde porte le nom de Georges Brassens. Et c'est un peu la France de Brassens qui se retrouve à Brive-la-Gaillarde. Une France savoureuse, amicale, en rien roublarde, haute en couleurs, haute en goût. Outre les oies et les canards, certains ont aussi apporté les premières truffes de la saison qu'ils proposeront à plus de 500 francs suisses le kilo. Mais, je vous l'ai dit, il n'est pas encore 7 heures du matin, la vente ne débute officiellement qu'à 8 heures. Amplement le temps donc de tout mettre en place, de s'inscrire au concours primé, puis dans quelques minutes de se rendre avec quelques producteurs concurrents et néanmoins amis, jusqu'au café de la Promenade, qui est ouvert bien avant l'aube. Regardez, la patronne s'appelle Marie-Josette, elle est digne d'une chanson de Brel. Et ils mangent ce que je leur donne et je les change tous les samedis. Un samedi, je leur donne du pâté, un autre jour des tripes, des pieds de porc vinaigrette, des entrecôtes, des onglets, voilà, des côtes d'agneau. C'est tout ce qu'ils mangent le matin de bonne heure. Et pendant ce temps, pendant qu'on finit le repas, le jury a commencé sa tournée parmi les étals. On tâte les foies de oie et de canard, vous allez le voir.
Le jury, c'est aussi des professionnels qui savent apprécier la fraîcheur, la présentation, la qualité des foies. On prend des notes, bien sûr. Et cette année, Marcel Issartier, que nous avons suivi depuis bien avant l'aube, Marcel Issartier et surtout sa femme Mireille, qui s'occupe du gavage, recevront la plus haute distinction, en particulier pour les oies entières, qui sont leur spécialité. Regardez le foie. Voilà comment on présente l'oie entière lors du concours. Là, vous le voyez. Et puis, à la fin du marché, c'est-à-dire sur le coup de midi, les oies et leurs foies repartiront vers d'autres aventures. Vous arrivez de loin comme ça? De Thiézac, dans le Cantal, à côté du Super-Lioran, la station de ski. Et vous êtes venu à Brive uniquement pour ça? On est venu à Brive uniquement pour ça. Ah oui, Alex nous a pas montré son sac en rentrant. Hein. Je me demande ce qui dépassait, j'ai compris là maintenant. J'ai plus d'un tour dans mon sac. J'imagine. Bon, ben, je crois que là, ça y est, le menu sportif, c'est fini pour vous. Hein. C'est terminé. J'ai l'impression que c'est terminé. Les propositions qui sont faites cet après-midi sont assez délicates. Vous voulez que je vous fasse quelques propositions justement pour vous rendre éventuellement là-bas? Oui. En avion? Des propositions. Écoutez, on peut aller en avion, on ira à pied même s'il faut, n'est-ce pas, David? Oui, surtout pour perdre quelques kilos en l'occurrence. En ce qui concerne Brive-la-Gaillarde, c'est pas facile de se rendre à Brive-la-Gaillarde, 600 km à peu près à l'ouest de Genève. Il y a un peu d'autoroute. On voyait tout à l'heure dans les informations Giscard qui disait, lorsqu'il était politicien, que la France voulait être gouvernée au centre, et lorsqu'il a cessé de l'être, que la France voulait être goudronnée au centre. Elle n'est pas vraiment goudronnée au centre. Il y a des autoroutes jusqu'à Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Ensuite, ce sont de petites routes. Ils font, disons, 7 à 8 heures actuellement pour se rendre à Brive-la-Gaillarde, mais ça vaut la peine. Il y a des auberges extraordinaires. C'est ce que j'allais dire, faut en plus, on peut même aller passer des week-ends à la ferme et mettre la main à la pâte, c'est-à-dire la main au foie gras. C'est tout à fait étonnant. Peut-être que je vous en reparlerai d'ailleurs. Pour le reste, vous avez remarqué depuis une dizaine de jours que je ne vous propose pas de destination à bon marché autour de la planète. C'est une mauvaise saison. Les avions sont complets, ça coûte cher. Il y a tout de même peut-être une solution. Tout n'est pas forcément vendu, mais pour l'instant, les agents de voyage essayent de vous vendre le plus cher possible, c'est normal. Simplement, lundi 23 au matin, vous appelez. Si vous ne savez pas que faire, vous leur proposez d'acheter à mi-tarif les meilleures des destinations. S'il en reste, ça sera pour vous. Voilà, ça sera mon seul conseil. Merci Alex. Et puis alors, ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est que, un petit conseil également, Elisa va vous proposer des comptes. Alors vous regardez les comptes avant le repas préparé par Alex, parce que là, je pense qu'on risque de s'endormir un tout petit peu malgré le talent extraordinaire des gens qui les racontent. Non, on va pas du tout s'endormir, même si on a parlé aujourd'hui d'Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'ai d'autres contes. Serge, voulez-vous me servir de copilote pour ce 4e voyage au Pays des Contes? Avec plaisir, commandant. Alors, on est parti. Voilà, donc vous savez bien que ce voyage, nous le faisons grâce aux cartes postaux, grâce à la TSR qui vous propose 11 contes racontés par des gens de l'antenne, des gens qui ont beaucoup de talent mais qui ont surtout beaucoup de cœur. C'est donc l'intégralité des fonds qui seront recueillis grâce à cette cassette que vous allez acheter, 30 francs, en composant le 0848 828 828, eh bien, iront à des enfants de Suisse romande. Aujourd'hui, vous et nous allons parrainer 2 petites filles. Il s'agit de 2 petites sœurs, Elisabeth, 7 ans, et Nadia, 4 ans. 2 petites filles qui vivent quasiment seules, car leurs parents ont des problèmes, et puis ma foi, elles passent un petit peu d'une famille d'accueil à une autre, d'accord? Alors moi, je vous propose aujourd'hui de voir peut-être la 4e étape. C'est parti? C'est parti. Très bien. Attachez vos ceintures. Et il passait son temps à compter, pour savoir s'il en avait suffisamment. Il était avare, pingre. Et puis ce Piotr avait un valet. Un valet, si tu veux, c'est un peu son serviteur. Et puis il le traitait méchamment. Et il lui disait... Son valet s'appelait Fédor. Il lui disait « Fédor, va fermer les volets. Sors, va te promener. » Et quand Fédor sortait, eh ben Piotr, il comptait. Et puis, ça aurait pu durer très longtemps, cette manière de faire. Compter son petit argent, de manière un peu mesquine, et puis se moquer de son valet. Jusqu'au jour où il a lu dans le journal que sur une île qui était très loin, une île qui s'appelait l'île Dorado, il y avait une montagne qui était remplie d'or. Et alors, il est parti vers l'île Dorado avec son valet, et ils arrivent au pied de cette montagne. Et il se dit, cette montagne, elle est pour moi, je vais prendre tout l'or qu'il y a là-dedans. Et oui, vous l'avez compris? Qui? Maximo?
Ça y est, elle a regardé, elle n'a pas écouté. Écoutez, ce que vous allez faire, vous allez acheter la cassette, comme ça, une fois sur deux, vous pouvez le regarder et l'écouter. D'accord? Merci, copilote. Donc, oui, on peut dire quand même, parce que les contes que vous venez d'entendre, hein, pour toutes les dames, les jeunes filles qui aimeraient retrouver Massimo Lorenzi au pied de l'arbre et juste avant les fêtes de fin d'année, vous pouvez le faire. On rappelle encore une fois le numéro de téléphone. Il faut vraiment qu'on se mobilise, n'est-ce pas, Lisa? Donc vous l'avez maintenant sur votre écran. Il s'agit du 848 828 828. Voilà. Puis je suis sûre que grâce à vous, grâce à votre grand cœur, les enfants des Suisses romandes passeront un très très bon Noël. Merci. Et puis Elisa, vous ne partez pas avec votre copilote. Non, 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 vous restez avec nous. Je sais pas. Il fait chaud sur le plateau. Voilà. Alex, vous proposez aussi un conte peut-être à notre invité, non? Oui, un conte de Noël que vous connaissez mais que j'ai un peu travesti. Conte de Noël. Un conte en noir et blanc. Tout avait commencé un 13 décembre, comme aujourd'hui. Le 13 décembre 1943. Jean-Jean avait 2 ans et demi et malgré son jeune âge, il était déjà passionné d'aéronautique. Son jouet préféré était un avion. Mais les jours passaient et Jean-Jean s'intéressait aussi à d'autres moyens de transport, comme par exemple les locomotives dont les reproductions trônaient dans un prospectus qui avait été glissé, il ne savait pas trop par qui, sous son oreiller. Et Jean-Jean se prenait à rêver. Bientôt, on fut le 23 décembre, puis le 24. Il faisait nuit, Jean-Jean dormait depuis longtemps. Dans le salon familial, une silhouette sombre à barbe blanche s'était glissée près du sapin et avait furtivement déposé son chargement. Puis, il avait disparu dans l'obscurité. Un bruit ou un rêve, à moins que c'était été un simple pressentiment, Jean-Jean s'était réveillé. Il était tout juste minuit. Dehors, les arbres ployaient sous une belle couverture blanche. Jean-Jean s'était glissé dans le salon. Merveille, au pied du sapin, sur le parquet ciré, il y avait un beau train électrique. Noël 1943, dans 11 jours, cela fera très exactement 53 ans. 53 ans que Jean-Jean croit pour toujours au Père Noël. 53 ans qu'avec sa caméra, son papa, Francis Liardon, fixait sur la pellicule ces belles images du premier vrai Noël de son fils Jean, alias Jean Liardon. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment tous, c'est très émouvant de voir ce film monter de cette manière-là. Et surtout, c'est un film que mon père avait fait dans le cadre d'un concours de cinéaste amateur, qu'il était vraiment fou du petit format du 9,5. Avec sa petite caméra paillard, il avait fait toute cette petite mise en scène. Donc là, il a remis tout ensemble. Très joli. Et je crois que mon père, il n'a jamais pu s'imaginer que un jour, à la télévision, son film passerait. Je vous remercie beaucoup. Ce qu'on peut préciser encore, Jean, d'ailleurs, à propos de la passion de votre père Francis pour le cinéma, c'est que vous avez des centaines de mètres de copies, enfin de films originaux qui seraient très précieux probablement pour un musée ou pour... Il doit y avoir à la maison à peu près comme 150 films format 9,5 et encore plus dans le format 8. Donc vraiment, il y a, je crois, là, énormément d'archives. Surtout sur la Blécherette, sur l'aviation militaire. J'ai des films... Sur la mobilisation aussi. La mobilisation, une très belle chose. Et il y a des films de Aubonne en 1921 et tout. Donc, je crois que là, il y a vraiment énormément de trésors cachés que mon père a mis ensemble. Et surtout, ce qu'il avait de bien, mon père, c'est qu'il faisait des montages de tous ces films. Donc, ce n'est pas des films qui sont en vrac. Ils ont tous un titre, ils ont tous une petite histoire. Et il y a quand même toujours un cadre. Alors, j'espère que quelques historiens de l'audiovisuel, par exemple, un historien tout court, regardez, Alex s'est déjà inscrit. Non, vous restez avec nous, Alex. En tout cas, sachez que... Justement, par exemple, je crois qu'il y a plusieurs musées qui devraient s'intéresser à ce véritable trésor, à la fois sur l'histoire de l'aviation, sur l'histoire tout court du pays, et puis sur ce personnage qu'était Francis Liardon, votre père, on le rappelle, champion du monde de voltige aérienne notamment. Voilà, c'est le principe dans l'émission, en fin de semaine. Et puis Rui Rice est là, alors tout le monde va se concentrer, n'est-ce pas? On vous propose une séquence musicale en rapport avec le climat de la semaine.
Et pendant toute la semaine, effectivement, nous avons parlé, par définition, de voyage, puisque nous avons un pilote sur le plateau. Nous avons parlé de départ, de retour, d'adieu aussi, avec des musiciens célèbres, Brel, le grand Herbert de Karajan. Si, j'ai entendu parler de Karajan comme ça. Pas sur ce plateau. Nous allons donc vous illustrer musicalement un petit peu tout ce climat avec une partition qui a été composée au début du 19e, vers 1809-1810, du côté de Vienne. En Autriche, que se passait-il là-bas à cette période? Eh bien, Napoléon est aux portes de la ville, il s'apprête à attaquer la ville et l'aristocratie viennoise s'enfuit dans la campagne. Il y a une personne, une courageuse, relativement, qui reste tranquillement chez elle, enfin c'est relatif chez elle, puisque cette personne va s'enterrer dans la cave de l'appartement de son frère, que cette personne va se couvrir les oreilles avec des coussins pour éviter d'entendre les bruits de la guerre, et que cette personne va composer. Et qu'est-ce qu'elle compose? Ceci. C'est un extrait d'une sonate intitulée Les Adieux, une sonate de Beethoven. C'est Beethoven qui est à Vienne, qui est en train d'écrire, parce que je vous l'ai dit, l'aristocratie a fui les bombardements, on peut quand même déjà utiliser ce terme au début du 19e, et que Beethoven regrette particulièrement un mécène, l'archiduc Rodolphe, qui est parti et qui lui verse quelques sous normalement. Et cette sonate des Adieux s'adresse à l'archiduc, elle est dédiée à ce même compositeur, et là c'est le départ. Voilà, c'est l'absence, plus exactement. L'absence, oui. C'est le moment où cet archiduc, qui en plus d'être un mécène, était un ami avec qui il s'engueulait, parce qu'évidemment, Beethoven était un peu révolutionnaire, ce qui n'était pas le cas de l'archiduc. Mais en fait, dans ce passage très court que j'ai joué, on entend simplement quelqu'un qui tourne un peu en rond au départ. Et il attend quelque chose. Peut-être qu'il attend tout simplement qu'il a un peu d'espoir. Alors voici ce qu'a écrit Beethoven. S'il n'y avait pas eu d'espoir, ni de retour, ni de retrouver la personne, voilà ce que ça aurait donné. Il l'aurait composé en mineur, or il l'a composé en majeur, donc il y a un espoir et effectivement il y a un retour. L'archiduc va revenir et Beethoven compose le retour. Cette sonate des adieux que Beethoven compose dans sa cave avec des coussins sur les oreilles. Vous trouvez toutes les références si vous appelez notre numéro de téléphone, David. Vous allez nous le répéter. Pris au piège. Le 708 86 67. Bien. Mais je crois surtout qu'on applaudit Gilles Landry. Moi, je crois qu'il faut l'applaudir. Bravo Gilles. Voilà, et puis on va remercier Jean Liardon d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir emmenés en voyage, et on a bien besoin cette semaine au fond. Vous êtes d'accord, Alex, hein? Tout à fait. Se changer les idées, c'était une très belle rencontre, et on se réjouit parce que nous, on collectionne nos invités, on est tout heureux d'avoir des nouvelles. Désormais, on en aura un qui est du côté de, allez savoir, l'Arabie Saoudite, prochain voyage, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore, mais il y a beaucoup de chances que ça va dans cette direction-là, oui. On va se tenir au courant de ces déplacements, mais ça va être plus difficile encore que les déplacements d'Alex Descotes. Rendez-vous compte.
On peut préciser peut-être, Alex, là aussi, nous allons recevoir la semaine prochaine Francis Olakingal. Oui. C'est la période juste avant Noël. Enfin, pour nous, c'est la période juste avant Noël, puisqu'ensuite, on n'aura plus l'émission. Le voilà. Oui. Regardez, on dirait pas, c'est le curé d'Isérable en Valais. Alors, il est né quelque part au fin fond de l'Inde, et c'est un être qui lui-même se proclame cosmopolitain, c'est-à-dire cosmopolitane. Ce qu'il aime, c'est la planète tout entière. Je l'ai suivi en Inde il n'y a pas si longtemps, et je pense qu'ensemble, nous essaierons de vous raconter tout ça, à la fois le Valais profond et l'Inde lointaine. Avec un immense plaisir aussi de vous annoncer qu'aux côtés de Francis Olakingal, lundi, sera avec nous Monseigneur Gaillot. Mardi, nous recevrons Monsieur Valpon, notre directeur général. Ce sera l'occasion de parler du futur de la télévision. Et puis Madame de Bois-Rouvray, de la Fondation François-Xavier Bagnoud. Tout cela vous indique qu'au fond, au cours de cette semaine, eh bien, on va se préparer à Noël. Et la meilleure façon de se préparer à Noël, c'est de penser aux autres. Merci Jean d'avoir participé à ce programme. Merci à tous vos proches qui étaient là. Merci à Ruiz. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite un excellent week-end parce que malgré la météo présentée tout à l'heure par Dominique, je suis sûr qu'on va faire la fête, n'est-ce pas, Alex? Parce qu'il nous a donné le goût de tant de choses que maintenant, je crois qu'il faut qu'il passe à l'acte. Merci. Allez, voilà. à table. Salut.